Cher Esprit Libre, bonjour à tous. Titre de ce chapitre, Au cœur des peuples. Nom que je propose pour illustrer ce nouveau récit national. Nom que nous pourrions également donner à un éventuel parti politique français en vue de porter, de concrétiser cet espoir. Dans le dernier chapitre, nous avons abordé ce récit du point de vue plutôt philosophique. Ici, nous allons décrire concrètement ces grandes lignes de force du point de vue politique, social et économique. Puis, dans un dernier chapitre, le prochain chapitre qui sera le dernier, je tenterai d'esquisser un programme principe avec des mesures. Alors, résumons ce nouveau récit national qui est à l'adresse de tous les peuples pour une démocratie spirituelle. Une démocratie qui trouve son fondement substantiel dans le fait que tout être humain est composé, ou il est un composé, d'une nature double, dotée de deux versants, l'un égoïste, l'autre altruiste, pour faire simple, formant deux mondes consubstantiels en nous, le monde spirituel irrationnel de la foi en l'amour, et le monde physique, pensé à l'inverse selon une logique rationnelle. Ce fondement consubstantiel enracine le spirituel et l'émotionnel humain dans sa biologie, ce qui permet du reste au droit de l'homme d'affirmer que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nonobstant les quelques nuances que j'ai décrites auparavant entre l'inné, ce avec quoi les hommes naissent, donc essentiellement les valeurs universelles, mais également une volonté et un libre arbitre, illimité et cause de même, et l'acquis, ce qu'en font les hommes. Je vais insister sur cette distinction. L'inné, ce avec quoi les hommes naissent, et l'acquis, ce qu'en font les hommes. La sagesse qui en découle consiste à marier ces deux mondes inversés, en nous et en dehors de nous. Sa philosophie se résume à vivre au quotidien cette sagesse issue de l'amour. Vous vous souvenez, j'ai inversé la lecture étymologique du mot philosophie, la lecture habituelle du mot philosophie, c'est-à-dire d'incarner toutes les valeurs universelles que porte cette sagesse depuis toujours. Son principe de dignité exprime en un seul mot l'essence de ces valeurs universelles, le fondement. Elle fonde à son tour, cette dignité, elle fonde à son tour les trois principes de toute démocratie, liberté, égalité, fraternité. Son principe de liberté résulte d'un consentement des volontés de réaliser un monde altruiste. J'ai distingué clairement liberté de volonté. Son principe d'égalité revient à mettre en œuvre la fonction d'équité en tant que constante sociale cherchant à rééquilibrer les injustices sociales et économiques de manière à les apaiser, mais sans jamais obtenir un équilibre parfait. Son principe de fraternité, nous avons vu tout ça, donc je fais juste un résumé. Son principe de fraternité se définit comme une conversion de notre égoïsme insatiable en un altruisme étendu envers toute la planète et les vivants qui l'habitent. Dans cette perspective, l'être humain a autorité sur lui-même par sa volonté et son libre arbitre illimité et cause à sui, donc de substance spirituelle. Parce que la volonté humaine est illimitée, la propriété sera limitée, la spéculation abolie et le monde du travail organisé en coopération. Car l'illimité est contradictoire avec la démocratie. La loi naturelle de coopération, appliquée au monde du travail, permettra le partage des fruits entre le capital financier et le capital travail. Par ce récit, le capitalisme deviendrait coopératif et le libéralisme participatif.
le tout pour une démocratie spirituelle. Ce même récit donc donnerait naissance à une démocratie spirituelle, c'est-à-dire reconnaissant la dimension spirituelle de l'être humain, de laquelle peut émerger les valeurs universelles. Il s'agit en fait d'une alliance entre un peuple, le monde terrestre, et les valeurs sacrées, éternelles, le monde de l'esprit. En synthèse, une démocratie spirituelle pourrait se définir par le consentement d'une volonté souveraine d'un peuple, c'est le principe de liberté, à rééquilibrer sans cesse les inégalités, la fonction d'équité, envers chaque être humain, chaque vivant et au final la planète entière, le principe de la fraternité. Le tout, bien évidemment, selon chacun ses forces et ses faiblesses. Elle serait mise en œuvre en s'appuyant sur ces trois piliers altruistes. Je les répète, limiter la propriété, abolir la spéculation et partager les fruits du travail entre le capital financier et le capital travail. Les oppositions habituelles, par voie de conséquence, entre le profane et le sacré, le logos et le mutos, la raison et la passion, la démocratie, gouvernement du peuple, et l'aristocratie, gouvernement des meilleurs, et surtout entre science et religion, entre nature et culture, entre la pensée rationnelle et celle du cœur, ne sont plus. C'est ça, le mariage des contraires. Elles sont désormais réconciliées au cœur d'une sagesse issue de l'amour. Voilà ce que l'antique sagesse, du nom d'hermétisme, appelait le mariage des contraires, pour en faire finalement des altérités complémentaires. La santé physique se maintient par le mariage des contradictions internes entre raison et passion, tandis que la santé sociale se maintient par le mariage des contradictions sociales et économiques. Chaque composé humain, interne et externe, est fait de demi-vérités qu'il faut apprendre à marier, à concilier. La santé, d'une façon très générale, commence par cette loi naturelle. Pour mieux le dire en synthèse, ce mariage des contraires, si les valeurs universelles sont toutes présentes en nous à notre naissance, ce qui est ma thèse, elles espèrent nos volontés pour les incarner en dehors de nous. Je crois qu'il faut que je revoie ma phrase. Autrement dit, le sens de chaque vie singulière, consiste à particulariser dans nos quotidiens cet universel. Je le répète, si les valeurs universelles sont toutes présentes en nous à notre naissance, elles espèrent nos volontés pour les incarner en dehors de nous. Voyez, l'inné, si les valeurs universelles sont présentes en nous à notre naissance, l'acquis, elles espèrent nos volontés, elles attendent, elles ont besoin, ces valeurs universelles, de nos volontés pour les incarner en dehors de nous, donc dans le monde physique, dans la société. Voyez, l'inné, l'acquis, ce que nous en faisons. Qu'est-ce que nous en faisons de ces valeurs universelles qui sont toutes en nous? Et je vais insister sur ce caractère inné. Encore une autre manière de le dire. Si notre biologie porte ces valeurs universelles, le versant organique, le spirituel nous invite à les vivre ensemble, le versant spirituel. Encore une manière de montrer l'inné et l'acquis. Il faut les marier, c'est ça l'idée. Alors abordons la question du dernier chapitre. Je vous la rappelle. Face à un récit quelconque, celui-ci ou un autre, face à un récit quelconque, comment éviter que les élites nationales et mondiales ne le détournent à leur profit, comme elles l'ont toujours fait? À bien y réfléchir, je ne vois qu'une seule réponse possible. En maîtrisant l'argent public et privé à la place des élites. Rappelons que l'argent est un bien commun, comme défini par Gaël Giraud.
Comment? En divisant son contrôle par niveau administratif. Au lieu de laisser voter un budget national par une élite centrale, qui décide entre autres de celui des collectivités locales, l'idée serait d'établir des budgets locaux, autonomes, par les citoyens et selon les domaines d'activité publique, mais aussi privés. Je suis parti de 4 idées maîtresses. La première revient à Thomas Piketty dans son dernier livre, Vivement le socialisme, chronique 2016-2020, sorti en octobre 2020 aux éditions du Seuil, dans lequel il cite 2 exemples de villes qui furent gérées avec succès par les citoyens eux-mêmes. Donc, sa première idée. C'est possible, et je vais vous montrer que c'est possible. La seconde idée est celle martelée par Michel Onfray. Revenons, dit-il, à un État girondin dans lequel les pouvoirs locaux prédominent. Vous voyez, elles vont avec la première idée. Dit autrement, sortons d'un État jacobin, c'est-à-dire centralisé. Troisième idée, c'est celle du RIC des Gilets jaunes, et plus généralement, d'instaurer un vote électronique citoyen sécurisé, nous permettant d'intervenir aisément et souvent, le plus souvent possible, dans le débat public. Nous aurions tous une carte d'électeur électronique. L'isoloir est quelque part archaïque. Enfin, la dernière idée, la quatrième, qui fonde les 3 premières, est la suivante, et celle-ci, c'est très important. J'ai pris comme premier exemple celui d'Étienne Chouard, qui propose une démocratie représentative par tirage au sort. Alors je le vois là, sur le plateau, je ne sais plus, de télévision ou d'une radio. Et il s'est fait incendier. Vraiment, le pauvre, il en a pris. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça veut dire une démocratie qui serait représentée au tirage au sort, quoi? Logiquement, ça n'a vraiment aucun sens, voyez. Et il essayait de dire, oui, mais attendez, je connais quelqu'un qui a écrit un livre et qui dit que des expériences ont montré que nommer des citoyens au hasard, puis former selon leur mission, présente des résultats surprenants. Alors, citons un exemple, celui de la Convention citoyenne pour le climat, qui a formulé en 2020 149 propositions, toutes intelligentes et pertinentes. Et la question est donc, comment est-ce possible? D'autant que la logique rationnelle ne fait pas confiance au hasard, et à juste titre. Comment alors 150 membres, sans compétences en matière climatique, tirés au sort, ont été capables de pondre autant de propositions ingénieuses? Vous vous doutez de la réponse, parce que tout citoyen, mis devant ses responsabilités concernant l'intérêt général, vous voyez, on leur donne une mission, concernant l'intérêt général, éveille en lui les valeurs universelles et par suite devient intelligent. Mais pas n'importe quelle intelligence. Autre exemple, c'est vraiment important là ce que je vous raconte. Le samedi 17 novembre 2018, près de 300 000 gilets jaunes se rassemblent spontanément sur plus de 2000 ronds-points couvrant toute la France. Un seul point commun, les fins de mois. Le panel des gilets jaunes s'avère plus qu'aléatoire, puisqu'il n'y a pas la main de l'homme, et donc bien mieux qu'un tirage au sort. Or, comme un corps sans tête, dès le mois de décembre 2018, un mois après, une pensée politique émergea. L'idée d'intelligence des peuples se fonde sur cette réalité ontologique spirituelle. Elle se nomme l'intelligence du cœur. C'est précisément cette intelligence du cœur qui sous-tend la notion d'intérêt général. Voyez-vous, parler d'intérêt général, c'est faire appel moins à la raison qu'à cette intelligence des valeurs universelles.
Elle ne fonctionne que si l'individu, sortant de son égocentrisme habituel, pense en termes d'intérêt général, donc avec son cœur. Tandis que la foule n'est pas productrice d'intelligence, le peuple, quant à lui, mis devant son destin, peut faire preuve d'intelligence du cœur alliée au bon sens rationnel. Au vrai, il s'agit d'une compétence universelle à condition de penser et d'agir en termes d'intérêt général. Oui, le cœur possède sa propre compétence. Il possède une intelligence universelle. C'est elle qui fait de nous une humanité, tandis que la science est compilation de compétences singulières. Ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas que des compétences dans la science que l'on croit aujourd'hui dures comme fer. Non, il y a une compétence universelle. Et figurez-vous qu'elle est gravée dans chaque cœur de chaque être humain. Chaque être humain, tous les êtres humains, qu'elles dorment ou qu'elles ne dorment pas, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que nous en faisons? Mais elle est là. Et il s'agit vraiment d'une compétence universelle, et je vais vous donner encore d'autres exemples. L'exemple du jury populaire d'une cour d'assises. C'est toujours en vigueur. Enfin, ça commence un peu à... Il y a maintenant des cours d'assises, ils n'ont plus de jury. Mais d'une manière générale, en tout cas jusqu'à maintenant, et il y en a encore, en France, les jurés sont tirés au sort sur une liste électorale départementale, sur une procédure codifiée plutôt compliquée. Ils étaient 12 il y a encore une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Ils étaient 12 en appel. Pourquoi je dis 12 ? Aujourd'hui, il serait plus que 9 en appel, puis il serait 3 au premier degré. Bref, pourquoi je vous dis 12 ? Parce que le 12 symbolise l'universel. Ah, bon. Les 12 signes du zodiaque, les 12 travaux d'Hercule, les 12 apôtres, les 12 mois de l'année. Et il y en a d'autres. Le 12 symbolise l'universel. Leur mission d'intérêt général à ces jurés consiste à établir la vérité ou pas d'un crime. C'est pas rien. Hein ? On peut aller à la culpabilité et à la condamnation. C'est un jury qui décide. Le film 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet en 1957, en est une magistrale illustration. D'emblée, 11 jurés votent coupable, un fils de 18 ans de parricide. Mais le 12e, joué par Henri Fonda, était jeune, doute. Le 12e doute. Les 11 jurés représentent la pensée rationnelle qui préjuge, sans se hisser au niveau de l'intérêt général, en tant que valeur universelle. Le 12e symbolise, à l'inverse, la pensée du cœur qui ressent une incertitude et du coup conduit la pensée, sa pensée rationnelle, au doute raisonnable. Ah oui, quand on parle du doute raisonnable en justice, mais le doute raisonnable, il vient du cœur qui ressent. Pendant 90 minutes, soulevant contradiction sur contradiction, de juré en juré, ce jury populaire va se hisser au niveau de l'intérêt général et défendre enfin la vérité. Dans la vraie vie judiciaire, remarquez que ce ne sont pas des juges professionnels qui tranchent, on est aux assises en matière criminelle, hein. Ce ne sont pas des juges professionnels qui tranchent. Ces juges représentent le côté technique, rationnel d'une compétence spécifique, comme la science, vous voyez. Mais c'est un jury populaire qui va trancher, qui représente cette compétence universelle du cœur que j'essaye de vous montrer. Ceci face à la justice la plus délicate, puisqu'il s'agit de condamner ou pas un présumé innocent ou coupable de crime. C'est pas rien. Bien. Je vous donne un dernier exemple. C'est le serment du jeu de paume, signant les prémices de la Révolution française. Nous sommes le 20 juin 1789.
300 députés du tiers-État. Ils représentent 97% du peuple. Les 3%, c'est le clergé et la noblesse. Ils s'enferment, au jeu de paume donc, et font le serment de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une constitution. Et ceci sans aucune assise juridique, en totale illégalité. Rationnellement, totale illégalité, mais légitimée par un élan collectif de 300 cœurs qui palpitaient ensemble au nom de l'intérêt général d'un peuple affamé par une royauté décadente. Cependant, rentrés chez... Ils ont fait donc un travail fabuleux. Bon, on est le 20 juin, 3 semaines avant le 14 juillet. Cependant, ces 300 députés rentrent chez eux, éparpillés dans toute la France. Et là, la raison reprend le dessus. Et c'est donc, les historiens l'ont retrouvé dans un journal d'un des députés. « Qu'avons-nous fait ?» se dit-il. « Nous allons tous mourir. Dans quelques jours, nous serons embastillés. » Donc vous voyez, quand ils sont enfermés et qu'ils prêtent serment, c'est la pensée du cœur. C'est les valeurs universelles qui défendent l'intérêt général. Puis évidemment, il y a la réalité raisonnable, rationnelle, la réalité politique extérieure. Ils ont fait ça en toute illégalité. Qu'avons-nous fait? Pendant qu'ils étaient dans le feu de l'action, ils ne se posaient pas la question. Vous voyez les deux versants entre nous. Là, c'est un exemple fantastique. Donc là encore, nous voyons bien d'un côté la compétence des 300 élans du cœur chaleureux, et de l'autre, après coup, celle de la froide raison. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est tout le mythe de la chevalerie, du chevalier sans peur et sans reproche, sans peur de l'avenir et sans reproche du passé. En conclusion sur ces exemples, j'espère que ça vous touchera. Le tirage au sort de personnes issues du peuple, supposé sans compétence spécifique, ce qui est vrai, n'est jamais en réalité du hasard au sens commun, dès lors que ce panel se hisse au niveau de la compétence universelle du cœur. Et voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi Étienne Chouard, il a raison. Et l'auteur, dont je ne me souviens plus le nom, qu'il citait, qui avait écrit un livre pour montrer que des expériences avaient été faites, voilà pourquoi ça marche. Mais on ne peut l'expliquer que si effectivement on regarde l'homme avec sa nature double et ses deux versants. Et dans le versant spirituel, il y a une compétence. C'est ça que j'ai voulu vous montrer. Et tout ce qui va suivre est fondé sur cette compétence. Une autre manière de regarder le même problème, la même question. Durant les 30 Glorieuses en France, les hauts fonctionnaires, ça commençait donc, c'est en 44-45, c'était le Conseil national de la résistance qui avait tout fait. En un an, ils ont tout fait avec De Gaulle. Et donc, les hauts fonctionnaires, et ça durait jusqu'à 65-70 à peu près, les années 70, les hauts fonctionnaires donc servaient l'intérêt général du peuple français. La France innovait. Les centrales nucléaires, EDF, le TGV, les monumentales infrastructures, Airbus, l'automobile, le Minitel. Le Minitel est une invention française fabuleuse. En fait, ça a été repris après parce que la France n'a pas financé, si vous voulez, le Minitel. Mais bon, c'était une belle invention à cette époque, très avant-gardiste. L'esprit des services publics, le système des retraites à la française. C'était le produit de l'alliance entre l'intelligence rationnelle et celle du cœur, celle de l'intérêt général. Pourquoi la technocratie, depuis 40 ans, ne comprend plus son peuple? Parce qu'elle s'est confinée dans son égoïsme. Et pour mieux nous maîtriser, aujourd'hui, elle nous confine à notre tour chez nous. Ce que je veux vous montrer, ce qu'il importe
de bien distinguer les compétences spécifiques individuelles, qui sont indispensables, qui sont du monde de la preuve, du monde de la matière, de la compétence collective du cœur des peuples. Voilà, ça c'est ça que j'ai voulu vous montrer avec tous ces exemples, et on pourrait en donner puis plein d'autres. Hein. Il suffit de les chercher volontairement. Bon, pour encore asseoir un peu mon propos, j'ai été chercher dans mon livre que je suis en train d'écrire, Esprit guérisseur. Je donne d'autres exemples sur l'origine, sur dans toutes les civilisations et dans la philosophie grecque, ce qu'est la pensée du cœur, comment c'est défini chez eux, et jadis. Et j'avais relevé dans le langage populaire toutes les expressions qui concernent la pensée du cœur. Et je vous les lis brièvement. On éprouve de la rancœur, on souffre parce qu'on nous a déchiré le cœur, on est écœuré, c'est un véritable crève-cœur. Le chagrin arrache le cœur, le brise, le fend, le gonfle, le perce. On a le cœur gros, la rage au cœur. Le cœur soupire, désire, se serre, se glace. On a le cœur transi. J'aimerais tant lui offrir mon cœur. En revanche, on consent de bon cœur, de tout cœur, de gaieté de cœur. Et si le cœur vous en dit, vous aurez le cœur tendre, épris, sensible, fidèle, volage, passionné. Votre cœur débordera de tendresse ou exultera d'ivresse. Il explosera de joie, jubilera. Mais le cœur n'oublie pas, il s'habitue, ainsi que le chantait Brel. On peut ne pas porter quelqu'un dans son cœur et devenir un cœur de pierre. Quand on y pense, ça nous fait mal au cœur. On en a le cœur par terre. On peut prendre tout à cœur. Ça nous soulève le cœur. Ou ça nous va droit au cœur. On se sent le cœur léger aussi. C'est son cœur qui l'a choisi. Ça l'a touché en plein cœur. J'en ris de bon cœur. Mon cœur en frémit. Encore car elle est belle comme un cœur, pardon. Prions pour qu'elle écoute son cœur. Je veux en avoir le cœur net. C'est un ami de cœur que je porte dans mon cœur. Et ça, je le sais par cœur. Vous voyez comment le langage populaire porte cette pensée du cœur. Ça exprime quelque chose. Ça exprime une réalité, ah oui, immatérielle, insaisissable, abstraite, oui, bien sûr. Mais comment peut-on vivre sans notre cœur, sans amour, voyez-vous, sans émotion? Bien. Donc, avant de passer aux choses concrètes, et on y arrive maintenant, j'espère vous avoir vraiment sensibilisé à l'importance de cette compétence universelle qui nous habite tous. Voilà. C'est ça ce que je vais vous montrer, et c'est ça le versant spirituel de cette nature double. Donc toutes les propositions qui vont suivre découlent de cette réalité ontologique. Sapiens possède une nature double, une double pensée donc, dont celle du cœur. Alors revenons à mon idée d'origine, maîtrisons l'argent. Comment maîtriser l'argent? Eh bien déjà au niveau des collectivités et des services publics. Convenons de 3 niveaux administratifs, la commune, la région, le pays. Chaque niveau serait réellement autonome financièrement, avec un contrôle par les préfets des éventuelles irrégularités juridiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le préfet a un contrôle de légalité à disposition qui contrôle les collectivités. Ainsi, les budgets seraient débattus en assemblée par ceux qui le souhaitent et votés de chez eux par tous les citoyens. Et c'est l'exemple que donne Thomas Piketty de Porto Alegre au Brésil. Il donne un autre exemple au Venezuela, mais je n'ai pas retrouvé le nom de la ville. C'est l'exemple qu'il donne. Les citoyens géraient le budget de leur ville. Ainsi, les maires, les présidents de région et le président du pays appliqueraient les décisions collectives et seraient contrôlées et révocables à tout moment par un vote des citoyens, bien évidemment selon une procédure sérieuse et adaptée. Ce ne serait plus un conseil municipal sous la houlette d'un maire qui, au final, déciderait seul du budget local, comme par exemple celui d'Anne Hidalgo pour 2021 à Paris. Les services publics, en tant que bien commun, là encore, toujours selon l'approche de Gaël Giraud, seraient gérés en coopérative par les employés citoyens. Alors, c'est une idée où je vais un peu insister.
des employés citoyens. À nouveau, par assemblée et vote électronique. Ainsi, Orange, Veolia, Enedis, Vinci, mais également les services publics comme Blablacar, et Airbnb et autres. De même pour les entreprises en relation avec l'intérêt général, d'une taille importante de plusieurs milliers d'employés par exemple, d'employés citoyens, comme par exemple Total pour l'énergie ou Nestlé pour l'agroalimentaire. Ce que je veux vous montrer, c'est que chaque employé est en même temps citoyen. On ne les sépare plus. On n'est pas un coup citoyen quand on va voter une fois tous les 5 ans ou tous les 2-3 ans, et puis un coup on est un employé dans une entreprise. Non, on est un employé citoyen, on réunifie le composé humain, et donc chaque employé citoyen participerait à la maîtrise politique et financière de sa cité, de sa région, de son pays et de son entreprise. J'imagine que nous aurions ainsi à voter toutes les semaines et surtout que les peuples auraient l'opportunité de se forger une conscience politique et économique. Et là, je reviens à mon idée de base. Ainsi, nous créerions les circonstances favorables pour cette compétence universelle. Vous voyez, il faut évidemment sortir de son égocentrisme habituel et son égoïsme insatiable. Il faut s'élever. Il faut penser pour l'intérêt général. Il faut se décentrer. Il faut sortir de son centre, de son ego, pour se décentrer vers autrui et donc vers une multitude d'autrui quand on est au niveau de l'intérêt général. Dès lors, les budgets étant séquencés de niveau en niveau administratif et par secteur économique, dans le privé, les élites n'auraient plus à leur disposition l'ensemble des pouvoirs financiers actuels et l'argent étant géré à échelle humaine ne s'accumulerait plus en milliards de milliards entre quelques mains. C'est ce qui se passe, on le voit tous. Bien évidemment, à ceci, il faudra ajouter les 3 piliers altruistes d'une authentique démocratie: limiter la propriété, abolir la spéculation et partager les fruits du travail. Imaginez rien que la moitié de la planète suivant ce modèle de démocratie spirituelle juste et équitable. Le nouveau récit ne pourrait plus être pris en otage, et les peuples, par contagion, l'adopteraient, puisque tous les sapiens naissent avec les mêmes valeurs universelles gravées dans leur cœur. Et c'est encore pourquoi j'ai nommé cet éventuel mouvement spirituel, laïque, social, politique et économique au cœur des peuples. Donc, je rêve d'un nouveau parti politique, et je vous propose un nouveau parti politique. Parce que, voyez-vous, pour éviter au mieux toute violence, laquelle pourrait surgir à tout moment, on entend parler de guerre civile, de violence, il faut prendre le pouvoir démocratiquement par les urnes. Il faut passer par là. Notamment grâce au nombre que nous sommes, c'est le nombre notre force, et au courage des résistants. Donc pour moi, il faut un nouveau parti politique qui adhère à ce récit. Il conviendrait donc en premier lieu de mettre en place la logistique du RIC des Gilets jaunes, par vote électronique sécurisé, où tous les citoyens pourront s'informer et s'exprimer. Je répète, voter dans l'illusoire, oh c'est un lapsus, voter dans l'isoloir, bel lapsus, est archaïque. Il conviendrait également de rassembler une nouvelle élite avec comme premier critère des femmes et des hommes de cœur, c'est-à-dire posant comme supérieurs à eux-mêmes les valeurs réellement universelles, donc l'intérêt général. En un mot, ils seront démophiles au lieu d'être aujourd'hui démophobes. Je rappelle qu'un peuple nécessite d'être guidé par une élite. Cette opposition actuelle entre peuple et élite est un véritable drame, c'est vraiment contre-productif. Nous, le peuple, avons besoin d'être guidés par une élite, c'est-à-dire un assemblage de compétences singulières dans tous les domaines. Or, des femmes et des hommes de cœur possédant une réelle compétence, il en existe des milliers dans tous les secteurs de la société.
Vous voyez, il faut que cette élite, cet assemblage, cette compilation de compétences singulières dans tous les domaines, suive la compétence universelle du cœur des peuples. Il appartient donc de transformer cette utopie en réalité. Il nous appartient de transformer cette utopie en réalité. Beaucoup penseront que cette utopie est irréalisable par un seul pays comme la France ou un autre d'ailleurs. Je ne suis pas du tout sûr que si ça démarre un jour, je ne sais pas du tout si ça va démarrer en France, j'en sais rien. Je leur répondrai, il suffit d'un peuple et les autres suivront, car tous souffrent du même mal, des mêmes maux. Dans le dernier chapitre, nous verrons à grands traits les contours d'une politique pour une démocratie spirituelle, à laquelle aspirent tous les peuples, du moins selon ma conviction et selon ma définition, la définition que je propose bien sûr. Je sépare, je répète encore, le fait religieux de notre nature ontologique, qui est un versant spirituel. Je pense d'ailleurs, je me pose la question, qui pourrait affirmer le contraire? Est-ce que l'histoire que je raconte, ce récit que je raconte, est-ce qu'il y aurait un peuple qui n'en voudrait pas? Je ne crois pas. Cela dit, ce qui va suivre dans le prochain chapitre n'est qu'un essai d'un citoyen comme un autre, sans compétence en la matière. Je n'ai pas cette compétence spécifique de proposer ou d'écrire un programme principe. Mais je vais le livrer dans le prochain chapitre, selon le monde dans lequel j'aimerais vivre. Et je suis convaincu que ce monde, c'est celui où une grande majorité, je dirais au moins 70% des peuples, 70% de chaque peuple, je vais dire, aimerait vivre. Bon, je vous remercie. Je vous prie de m'excuser pour mon côté qui a déraillé. La prochaine fois, donc la dernière fois, ça sera donc un programme principe, donc très concret. Oui, j'avance du philosophique spirituel avec des choses un peu plus enracinées. Et donc le dernier chapitre, je vais rentrer dans des mesures qui sont simples à comprendre et que tous peuvent adhérer ou pas. En tous les cas, c'est une proposition, ça nous permet, si vous voulez, de poser des mesures que l'on peut tous discuter, qui sont parfaitement discutables, qu'il faudra bien qu'un jour, un moment, une constituante puisse les discuter. Bon, en tous les cas, je vous remercie et à bientôt peut-être.